Cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Wero pour vous présenter sa nouvelle solution de paiement instantané entre particuliers, mais on vous en dit plus directement en fin de vidéo. Cela fait désormais 14 jours que la Géorgie, cette ex-république soviétique située entre l'Europe et l'Asie, est le théâtre de manifestations contre le pouvoir. Le gouvernement géorgien est accusé de dérives autoritaires et de retarder le processus d'adhésion du pays à l'Union européenne, et malgré les arrestations et la violente répression, le mouvement de contestation continue et l'Union européenne menace désormais les autorités géorgiennes de sanctions. Mais alors pourquoi est-ce un sujet aussi important à observer? Que risque-t-il de se passer dans les prochains jours? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Au passage, je serai en déplacement cette semaine, ce sera donc en voix off. Tout a commencé lorsque le parti pro-russe Rêve géorgien, qui est au pouvoir depuis 2012, a remporté, en tout cas officiellement, les dernières élections législatives le 26 octobre dernier. L'opposition, mais aussi de très nombreuses organisations de défense des droits humains, ont très vite accusé le parti d'avoir truqué le scrutin avec l'aide de la Russie et dans le but donc de se maintenir au pouvoir. Et les accusations sont nombreuses, accusations d'achat de voix, accusations d'avoir soumis des électeurs à des pressions, notamment dans des zones du pays peu peuplées. Par ailleurs, la vidéo d'un bourrage d'urnes par un membre supposé du parti Rêve géorgien dans un village a été massivement partagée sur les réseaux sociaux. Et plus largement, d'autres cas de fraude présumés ont été enregistrés par les observateurs d'ONG sur place, allant de l'usurpation d'identité aux menaces et violences physiques. Je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus sur ces accusations. Alors dans la foulée de tout ça, l'Union européenne notamment a exigé une enquête sur ces graves irrégularités et déclaré qu'elle enverrait une mission en Géorgie dans les prochaines semaines. Ça c'est donc pour ce qui est des élections législatives, mais la colère est encore montée d'un cran lorsque le parti Rêve géorgien a annoncé fin novembre le report de 4 ans des négociations d'adhésion à l'Union européenne. C'est donc des négociations qui sont reportées à 2028 et le parti déclare avoir pris cette décision en réponse à une résolution du Parlement européen, donc une des instances de l'Union européenne, qui a critiqué les élections il y a quelques jours, les qualifiant de, je cite, ni libres ni équitables. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif d'adhésion à l'Union européenne ainsi qu'à l'OTAN, qui est donc cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis, eh bien ces objectifs d'adhésion, ils sont inscrits dans la constitution géorgienne, qui est donc la norme suprême du pays. L'opposition accuse donc le parti Rêve géorgien de saboter ce processus en décalant donc les négociations, le tout pour arranger la Russie. Résultat, depuis le 28 novembre, c'est des dizaines de milliers de manifestants qui se réunissent chaque soir. Alors c'est surtout beaucoup de jeunes qui voient ce rapprochement avec la Russie d'un mauvais œil et qui réclament des nouvelles élections législatives. Et au fil des journées, ces protestations demandant plus de démocratie ont gagné plus de 40 villes et villages à travers tout le pays. Alors face à cette contestation, la répression s'enchaîne aussi. La police a par exemple utilisé des canons à eau, des gaz lacrymogènes ou encore des balles en caoutchouc. C'est plus de 400 personnes qui ont été arrêtées pour désobéissance ou vandalisme, plus de 30 personnes aussi qui sont accusées de délits plus graves comme d'incitation à la violence. Il y a des centaines de personnes par ailleurs qui ont été blessées. Par ailleurs, le médiateur géorgien chargé des droits de l'homme dans le pays a dénoncé, je cite, une violence et une cruauté punitive de la part de la police. C'est donc une mobilisation qui prend de l'ampleur et qui passe aussi d'ailleurs par la fermeture de centaines d'écoles et d'universités, et c'est certains mouvements parmi d'autres. Alors de son côté, le premier ministre géorgien qui a été nommé suite à ces élections contestées, qui s'appelle Irakli Kobakidze, dénonce une tentative de coup d'état de l'opposition pour l'obliger, selon lui, à quitter le pouvoir. Il a promis par ailleurs, je cite, d'anéantir ses détracteurs qu'il qualifie de libéralo-fascistes. Et la Russie, qui suit la situation de très près, dépeint elle aussi dans ses médias d'État des manifestants comme des radicaux qui seraient en train d'agir sur ordre des Occidentaux. En fait, la situation actuelle reflète une question plus large en Géorgie, cette question quasiment existentielle: faut-il rejoindre l'Union européenne? Ce choix entre d'un côté se rapprocher de l'Union européenne ou de l'OTAN, ou alors en face se rapprocher de la Russie, sachant que en Géorgie, plus de 80% de la population se déclare pro-européenne selon les récents sondages publiés notamment en 2023. Alors face à tout cela, certains observateurs craignent un risque de scénario à l'ukrainienne, puisque la situation actuelle en Géorgie rappelle ce qu'on avait vu notamment en Ukraine à l'époque, il y a près de 10 ans, avec la révolution pro-européenne de Maïdan. À l'époque, les Ukrainiens avaient manifesté massivement contre le président de l'époque, Viktor Yanukovych, un président qui refusait de signer un accord d'association avec l'Union européenne qu'il avait pourtant promis de signer pendant sa campagne. Un an plus tard, la Russie avait annexé le territoire de la Crimée, et puis, vous le savez, 8 ans plus tard, en 2022, la Russie avait envahi à grande échelle l'Ukraine. Enfin, il faut noter que si le gouvernement est pro-russe, eh bien actuellement
Finalement, la présidente est toujours pro-européenne. Elle s'appelle Salomé Zourabichvili et elle est en rupture ouverte avec le parti au pouvoir. Bref, certains militent pour l'organisation de nouvelles élections, mais vous l'aurez compris, le gouvernement ne semble pas favorable à tout cela. À noter au passage que Emmanuel Macron a appelé ce mercredi le président honoraire du parti Rêve géorgien, lui demandant de libérer tous les manifestants qui ont été arrêtés. Ce que l'on sait, c'est qu'en parallèle, les discussions à l'échelle européenne vont se poursuivre sur le sujet, mais ça me semblait important de faire un point sur cette question-là. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après pour le flashback du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Une grève SNCF est prévue ce jeudi 12 décembre. En fait, elle est prévue depuis des semaines et elle était annoncée comme une grève massive. Mais finalement, elle ne devrait pas avoir autant d'impact que prévu, puisque vendredi dernier, 2 organisations syndicales sur 4 ont décidé de lever leur préavis de grève après avoir signé un accord avec la direction. De leur côté, les syndicats CGT Cheminots et Sudrail estiment que les propositions faites par la direction de la SNCF sont insuffisantes et poursuivent leur appel à la grève. Concrètement, ce jeudi, pour les TGV, le trafic sera normal selon la SNCF, mais il y aura de légères perturbations sur les lignes régionales avec 8 trains sur 10 qui circuleront en moyenne. En Ile-de-France, le service sera perturbé sur le RER-C ainsi que sur les lignes H, N et V du Transilien et il sera fortement perturbé sur le RER-B et très fortement perturbé sur le RER-D et la ligne R. Il devrait être normal sur le RER-A et le RER-E. Cette grève, elle concerne la SNCF, donc ça ne touchera pas les métros. Deuxième actu, aux États-Unis, depuis ce lundi, un incendie continue à se propager rapidement à Malibu, une ville près de Los Angeles, à l'ouest de la Californie. À l'heure où je tourne ces actus du jour, il n'a pas encore été maîtrisé. Plus de 1150 hectares ont été brûlés et 1500 pompiers sont toujours mobilisés, selon le chef des pompiers de Los Angeles. Par ailleurs, plus de 20 000 personnes ont dû être évacuées. La progression de l'incendie a notamment été favorisée par le vent et la végétation très sèche. Une grande partie du sud de l'État de Californie a été placée en alerte rouge par le service météorologique américain en raison de rafales de vent et du faible taux d'humidité qui peuvent augmenter le risque d'incendie. Troisième actu, en Corée du Sud, l'ancien ministre de la Défense, Kim Jong-un, a tenté de se suicider ce mardi alors qu'il était en détention. Ce sont des surveillants de son lieu de détention qui sont intervenus. On en a déjà parlé la semaine dernière, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a tenté d'imposer la loi martiale dans la nuit du 3 au 4 décembre et à ce moment-là, Kim Jong-un était encore ministre de la Défense. Le président sud-coréen s'était finalement vu obligé de l'abroger quelques heures plus tard sous la pression du Parlement et le ministre a ensuite, lui, démissionné. Et donc, Kim Jong-un a tenté de mettre fin à ses jours quelques minutes avant l'annonce de son arrestation formelle pour son rôle dans l'affaire. À noter qu'une deuxième motion de destitution du président sud-coréen sera soumise au vote le 14 décembre après une première tentative ratée. Si elle est validée, le président devra quitter ses fonctions. Quatrième actu, l'île de Taïwan, un territoire situé au large de la Chine, a fait face à un déploiement naval massif de la Chine justement ce mardi, le plus important depuis 2022 selon Taïwan. Il faut savoir que la Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire, les relations entre les deux sont donc extrêmement tendues et les menaces de la part de la Chine sont quasi quotidiennes. Mais donc ce mardi, près de 90 vaisseaux auraient été déployés dans les eaux des mers de Chine orientale et méridionale, ainsi que dans le détroit de Taïwan qui sépare l'île du continent, selon l'agence France-Presse. De son côté, Taïwan a déclaré avoir repéré 47 avions, 12 navires de guerre chinois, ainsi que 9 autres bateaux dans le détroit de Taïwan. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Chine et de Taïwan, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet, disponible sur notre chaîne grand format, le lien est en description. Cinquième actu, le tourisme mondial a été responsable de 8,8% des émissions de gaz à effet de serre en 2019. C'est ce qu'a conclu une étude publiée ce mardi dans Nature Communications. Elles ont aussi augmenté de 3,5% par an entre 2009 et 2019, soit 2 fois plus que les émissions de l'économie mondiale. Cette hausse des émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du changement climatique, peut notamment être expliquée par la hausse du nombre de voyages et de voyageurs, ainsi que par la croissance démographique. Les auteurs de l'étude prévoient des augmentations annuelles des émissions de 3 à 4% si les tendances actuelles se maintiennent. À noter que pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré prévu par l'accord de Paris, les émissions de gaz à effet de serre du secteur devraient être réduites de plus de 10% par an jusqu'en 2050. Sixième actu, en France, plus de 8% des enfants âgés de 3 à 6 ans sont concernés par au moins une difficulté de santé mentale probable, selon une étude de Santé publique France publiée ce mardi. Il s'agit de la première enquête nationale à s'intéresser à la santé mentale des enfants de cet âge-là. En maternelle, c'est donc environ un enfant sur 12 qui est concerné par au moins une difficulté de santé mentale, je cite, de type émotionnel, oppositionnel ou inattention hyperactivité impactant leur vie quotidienne. Selon l'étude, les garçons présentent plus de difficultés probables que les filles. Près de 13% des enfants scolarisés en maternelle ont consulté au moins une fois un professionnel de santé pour des difficultés
psychologique ou d'apprentissage dans l'année qui a précédé l'étude. Et on finit avec cette actu culturelle, la plateforme Disney+ va diffuser en exclusivité la prochaine cérémonie des Oscars. Pour pouvoir regarder la cérémonie en direct, qui aura lieu donc le 2 mars, il faudra être abonné à Disney+. C'est assez inédit parce que jusqu'ici, les Oscars étaient retransmis par Canal+. Aux États-Unis, la cérémonie est diffusée sur la chaîne ABC qui appartient au groupe Disney. En novembre, l'entreprise Disney avait annoncé que son contrat qui la liait à Canal+ n'allait pas être renouvelé. À partir du 1er janvier, les films Disney, Marvel ou Pixar sur Canal+, qui étaient disponibles sur la plateforme MyCanal 6 mois après leur sortie au cinéma, ne seront donc plus disponibles. Du coup, on vous le disait en début de vidéo, cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Wero. Et vous avez sûrement déjà rencontré la situation où vous devez rembourser un proche pour un cadeau d'anniversaire commun, ou alors par exemple recevoir de l'argent après avoir payé plusieurs entrées au cinéma pour vos amis. Et souvent, le moment du remboursement peut être compliqué. Alors Wero, qui a pris le relais de Paylib en France et que vous connaissiez peut-être, est une solution mobile qui va pouvoir résoudre ces situations. Wero, ça permet en effet d'envoyer de l'argent en moins de 10 secondes de compte bancaire à compte bancaire entre particuliers, et ce grâce à un numéro de téléphone ou à une adresse email. Et ça fonctionne aussi les week-ends et les jours fériés. C'est une solution simple et très sécurisée, intégrée directement aux applications de plusieurs banques en France, mais aussi en Europe. Et bientôt, Wero proposera aussi de payer en ligne avec. Alors pour en savoir plus et découvrir si Wero est disponible dans votre banque, je vous mets le lien directement en description. Alors le flashback du jour, aujourd'hui c'est le suivant. Il y a 78 ans, donc le 11 décembre 1946, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance donc, était officiellement créé par l'ONU. Alors l'UNICEF est chargé de défendre les droits des enfants partout dans le monde, et aujourd'hui l'UNICEF travaille dans plus de 190 pays et territoires. Voilà en tout cas pour les actualités aujourd'hui. Alors j'en profite puisque cette semaine je suis en voix off. Pour tous les nouveaux, ce format est aussi dispo en version podcast, donc n'hésitez pas à l'écouter si jamais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.